Bonsoir Stéphane Rousseau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au cœur de notre rédaction. Vous représentez devant nos caméras Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts pour cette élection présidentielle. Alors justement, avant de répondre aux questions que nos lecteurs ont souhaité vous poser, un petit tour rapide de la campagne, de votre campagne. L'ex-animateur de TF1, Nicolas Hulot, se refuse toujours à appeler à voter pour Eva Joly. Pour son ancien rival aux primaires des Verts, les écolos sont inaudibles dans cette campagne, a-t-il déclaré. Partagez-vous le même sentiment que lui? Non, pas du tout. Ce qui est certain, c'est que les écologistes n'ont pas choisi un tribun comme porte-parole dans cette campagne. Et ils l'ont fait, je crois, en toute connaissance de cause. Pour les écologistes, la personnification extrême du pouvoir que l'on peut rencontrer un petit peu partout dans la société française, et notamment pendant les élections présidentielles, est un contre-modèle qu'il ne faut surtout pas suivre. Alors effectivement, dans ce modèle de société, ce modèle de communication, ce n'est pas forcément un atout. En même temps, je crois que les militants écologistes ont choisi une porte-parole, une représentante qui leur ressemble, à savoir quelqu'un qui n'est pas nécessairement fort en gueule, mais qui a de très fortes convictions. Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui quand on voit justement cette campagne, la manière dont elle se passe? Est-ce que les militants ont des regrets sur le choix qui a été fait, le choix des urnes? Étonnamment, non. Pour l'instant, c'est à peu près l'unanimité. Alors qu'on aurait pu effectivement s'attendre à ce que les gens qui ont été mis en minorité au moment des primaires de l'écologie se réveillent, mais ça sera peut-être le cas après les élections, mais pour l'instant, c'est assez l'unanimité autour d'Eva Joly. Alors aux élections européennes de 2009, les Verts avaient recueilli 16% des suffrages, autant que le Parti Socialiste. Alors, il y a eu la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en mars 2011, pourtant Eva Joly est au mieux créditée de 2% des intentions de vote. Comment l'expliquez-vous? Il ne s'agit pas du tout de la même élection. Traditionnellement, les écologistes ne font pas de très bons scores aux élections présidentielles, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Ce n'est pas une élection qu'on chérit particulièrement. Vous savez d'ailleurs qu'au sein de notre mouvement, il y a des gens qui souhaitaient éventuellement que nous ne présentions pas de candidats, ce qui aurait été conforme en quelque sorte à la logique interne, idéologique et philosophique de notre mouvement. Alors, entre la relation que vous faites entre Fukushima et les élections électorales, on aimerait bien en tant qu'écologiste que des catastrophes... Ça aurait pu être un thème de campagne en tout cas, le nucléaire... Ça l'a été, ça l'a été. Je ne pense pas qu'il y ait un électeur français qui n'ait pas compris que Eva Joly et les écologistes soient contre le nucléaire. Bon, le problème, c'est qu'une campagne présidentielle ne tourne pas autour d'un seul dossier. Et donc, souvent, en fait, justement, on assimile à tort les écologistes comme étant en fait une association de défense de l'environnement. L'écologie politique est un projet global de société. Les questions de défense de l'environnement sont éminemment importantes. La question de la sortie du nucléaire est primordiale, mais on ne peut pas concentrer toute une campagne là-dessus. Et puis, en termes de stratégie, en plus, je ne suis pas certain que ce soit particulièrement pertinent. Malheureusement, malgré la catastrophe nucléaire de Fukushima, malgré les catastrophes nucléaires qui ont précédé, le matraquage pro-nucléaire en France est tel que 3 semaines après la catastrophe, je pense que c'était déjà un souvenir bien ancien dans la tête de nos concitoyens. Eva Joly estime avoir fait une belle campagne, malgré les commentateurs, et affiche l'ambition de réaliser le meilleur score historique des écologistes dimanche prochain, soit plus de 5%. Est-ce encore possible? Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas devin. Une élection présidentielle, ça n'est pas un tiercé. On ne choisit pas sa candidate ou son mouvement en fonction des chances qu'il aura éventuellement de gagner une élection. On choisit un mouvement, une personne qui le représente en fonction des convictions qu'elle représente et qu'elle porte. Dans le but quand même de recueillir un maximum de suffrages? Ça dépend. Ça dépend. Si l'objectif c'est de tromper l'électeur par des artifices de communication pour au final être dans l'incapacité de mettre en place le projet de société qu'on défend, je ne suis pas certain que ce soit pertinent d'arriver au pouvoir. Parce que le projet global que présentent les écologistes est un projet qui va nécessiter un certain nombre d'efforts de la part de nos concitoyens. S'ils ne sont pas prêts à consentir ces efforts, ça ne sert à rien d'essayer de leur mentir pour par la suite se retrouver confrontés à des mouvements de rejet en masse une fois que les gens arrivent au pouvoir. Donc c'est quelque chose d'assez délicat à gérer. Je suis coincé entre la gauche molle qui ne promet rien et la gauche folle qui promet tout, a-t-elle déclaré la semaine dernière sur le plateau de l'émission des Paroles et des Actes sur France 2, en référence aux candidats du PS et du Front de gauche. Quelle sera la consigne de vote d'Europe Écologie Les Verts pour le second tour?
Et je pense que sans surprise, nos instances nationales vont nous demander de relayer en fait, les accords conclus entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Enfin, il me semblerait inconcevable que les accords qui soient valables pour les législatives ne soient pas précédés du même appel au report de voix pour les présidentielles. Voilà. Nos instances nationales ont délibéré, à charge à nous de faire appliquer cet accord, et c'est pas simple. Alors, les questions des lecteurs, justement, la première d'Adrien concerne les énergies. Comment pensez-vous réguler les prix de l'essence Question du prix d'essence. Prix de l'essence. Les élus politiques qui font croire à nos concitoyens que le prix de l'essence va diminuer ou pourrait diminuer, je pense, sont vraiment des menteurs. Nous savons, tout le monde le sait, les parlementaires de droite comme de gauche le savent, puisqu'ils organisent à l'Assemblée nationale des colloques sur la pénurie de pétrole qui nous attend. Dans ce contexte donné par la nature, forcément la matière première va se raréfier et le prix ne pourra qu'augmenter. Donc il faut maintenant en urgence orienter notre système productif et les moyens mis à la disposition de nos concitoyens pour se détourner au maximum et le plus rapidement possible des énergies fossiles. C'est la seule façon d'essayer de maîtriser notre facture énergétique et non pas en faisant croire aux gens qu'on va pouvoir baisser le prix du pétrole dans l'avenir. Roland s'intéresse maintenant à la question de l'emploi. Ma question à tous les candidats, que ferez-vous pour nos jeunes dans l'immédiat? Parce qu'ils n'ont pas, j'ai 2 filles qui n'ont pas de situation. La question de la jeunesse en France. Il y a tout d'abord la question de l'emploi. La question de l'emploi ne se traite pas de manière sectorielle. Dans une société qui n'offre pas d'emploi pour tout le monde, favoriser les jeunes, c'est intéressant, mais si c'est pour qu'en bout de chaîne, ce soit les vieux qui partent plutôt au chômage, bon... c'est remplacer un mal pour un pis. Donc répondre à la question de l'avenir de la jeunesse, c'est faire en sorte que notre société crée davantage d'emplois, de l'emploi pour tous, répartisse en fait le travail sur un maximum de personnes dans notre société. Ensuite, dans le projet porté par les écologistes, il y a le fameux statut de l'autonomie des jeunes qui consisterait donc à leur donner accès à un revenu entre la période où ils quittent le foyer parental jusqu'à la période qui leur permettrait de trouver un emploi. Il me semble que ça permettrait à un certain nombre de jeunes de pouvoir construire un projet de vie en attendant de trouver un emploi. Alors justement, une question qui concerne l'université et elle est signée Simon. Que comptent faire les candidats à l'élection présidentielle contre les frais trop élevés à l'inscription à l'université? La question des frais universitaires. Je ne connais pas la position d'Europe Écologie Les Verts sur la question des frais universitaires. Ça m'étonnerait que notre mouvement soit favorable à l'augmentation des frais. Il me semble que la question de l'égalité devant le système éducatif passe nécessairement par la réduction des frais universitaires et ça n'est pas en privatisant discrètement l'université qu'on y arrivera. Voilà. Il est évident que les frais universitaires doivent continuer à être strictement réglementés afin que ceux-ci soient le plus bas possible et soient équivalents sur l'ensemble du territoire français. Alors on reste sur le campus messin avec cette question de Julien qui lie finalement l'emploi et l'université. Et j'aimerais savoir ce que les candidats comptent faire concernant le décalage entre l'université et le monde du travail après. J'ai tendance à dire qu'il s'agit d'un faux problème. Alors je sais bien que ce n'est pas une réponse qu'on a l'habitude d'entendre, mais de vouloir en permanence de demander aux filières universitaires de se caler sur le monde du travail, c'est, je crois, une erreur. L'université est là pour permettre permettre aux personnes qui suivent les cursus d'acquérir un bagage qui leur permettra par la suite de s'adapter à une multitude d'emplois. Voilà, donc le rapprochement entre les filières universitaires et les emplois soit, mais dans une certaine limite. Il y a 30 ans, un secteur industriel qui avait besoin de main-d'œuvre formait sa propre main-d'œuvre. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui continuent à le faire. Je veux dire, vouloir attendre un système éducatif qu'on forme la personne exclusivement à l'emploi adapté à telle entreprise, c'est un leurre.
Sans transition, c'est une question d'Eliane sur un thème un petit peu moins présent dans cette campagne. Que comptent faire les candidats vis-à-vis de la sécurité dans les villes? Sur la sécurité, globalement. La sécurité et les écologistes. Là, avec les propositions des écologistes vont plutôt à rebrousse-poil en fait des discours qu'on entend un petit peu partout. Non pas que les écologistes ne soient pas attachés à la question de la sécurité, en ville ou ailleurs. Simplement, on estime que les solutions qui sont prônées comme étant des solutions un petit peu miracles et qui ont été appliquées un petit peu partout n'ont pas fait leurs preuves. Je vous donne un exemple, celui de la vidéosurveillance. Les écologistes sont contre la vidéosurveillance. Et là où la vidéosurveillance a été installée, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas fait la preuve de son efficacité. La meilleure façon d'assurer la sécurité en milieu urbain, c'est de redéployer les services de police, éventuellement dans un certain nombre de territoires géographiques, d'augmenter les effectifs de la police, de les redéployer et de les redéployer de telle sorte qu'ils soient plus proches de leurs concitoyens, afin d'assurer une permanence régulière et un contact régulier avec leurs concitoyens. Voilà, Alors un dernier mot, si votre candidate était élue à l'Élysée, quelle serait sa première décision? Je ne sais pas quelle serait sa première décision. Peut-être irait-elle manger bio au Fouquet's? Non, je n'en sais rien. Politiquement, sa première décision La décision qui serait la plus emblématique? Il y en a tellement. Je ne sais pas, peut-être qu'elle demanderait... alors, dans un premier temps, la manière dont vous posez la question est intéressante parce qu'elle laisse supposer à nos concitoyens que le président de la République est la personne qui légifère. Ce n'est pas le président de la République qui légifère. Symboliquement, le premier acte, la première décision par rapport à un programme, c'est quelque chose de fort. Ça peut être un déplacement, ça peut être un geste, ça peut être une parole. On pourrait demander à une majorité de se pencher sur la sortie, de prendre la décision de sortir rapidement du nucléaire.